Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire consacré à la prévention des risques de chute de portail coulissant. L'intervenant d'aujourd'hui sera Christian Aguevin, contrôleur de sécurité à la CARSAT Languedoc-Roussillon. Avant de débuter en préambule, tour d'horizon de la sphère de l'assurance maladie risque pro. L'assurance maladie risque pro est une branche dédiée à la santé et à la sécurité au travail de la sécurité sociale. Ses missions sont déployées par un réseau de 21 caisses régionales que sont les CARSAT, les CRAMIF et les CGSS, composées d'équipes de professionnels en prévention. Nous nous appuyons aussi sur les productions et les ressources de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, ainsi que de Eurogip, son relais à l'international. L'assurance maladie risque pro assure plus de 19 millions de salariés du secteur privé. Ces trois missions complémentaires et interdépendantes visent tout d'abord à indemniser et accompagner toutes les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Fixer les taux de cotisation AT1P, rappelons que la prise en charge des accidents et maladies professionnelles est supportée intégralement par les entreprises. Et enfin, aider les entreprises à prévenir les risques professionnels. Notre objectif est d'accompagner les entreprises pour qu'il y ait le moins d'accidents et de maladies professionnelles possibles. Pour cela, nous mettons à disposition des entreprises des offres de services telles que des accompagnements sur des risques particuliers, notamment par le déploiement de programmes nationaux, troubles musculo-squelettiques, risques chimiques et dans le BTP. Il existe également une offre de formation variée, des documents techniques portant sur différents secteurs et risques, et enfin des aides financières par secteur ou par type de risque, sous certaines conditions, et notamment celle de la taille de l'effectif de l'entreprise. Vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de la présentation à travers l'onglet « Questions ». Likez celle qui vous intéresse également, qui serait posée par d'autres personnes, et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Je laisse maintenant la parole à Christian Aiguevin. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis Christian Aiguevin, contrôleur de sécurité à la CARSAT Languedoc-Roussillon. Et je vous propose de commencer ce webinaire avec un contexte par une animation 3D. Ça dure quelques minutes et ça vous permettra déjà de voir l'ensemble de ce risque de chute de portail coulissant.
Alors voilà, d'abord, ben, nous remercions les collègues de la CARSAT Aquitaine, hein, puisque l'animation, ça vient de leur service communication et ça montre aussi qu'on sait travailler en réseau. Comme l'a dit Lise, c'est le réseau avec l'Institut national de recherche de sécurité. On va le voir aussi dans le diaporama et les caisses régionales qui peuvent fournir tous ces efforts de prévention. Alors, concernant cette animation, bien, on a vu que c'était simplement pour, en 2 mots, un risque qui est à prendre en compte. Ce risque, il est vraiment existant. On va voir des exemples d'accidents dans un premier temps et puis dans un deuxième temps, des solutions de prévention. 2 mots déjà, c'est un risque qui est présent. Il y a de nombreux portails coulissants dans beaucoup d'entreprises et c'est pourtant un risque qui reste encore aujourd'hui souvent méconnu. C'est pourquoi on doit le prendre en compte. Souvent également, comme on a vu dans l'animation, ça questionne l'organisation de l'entreprise, puisque ce sont des équipements que l'on doit maintenir en état, qui sont sujets à des heurts, à de l'usure, et on va voir que c'est très important pour la sécurité de ces portails. Et enfin, ou en premier, eh bien, c'est un risque d'accident qui peut être grave ou mortel. Alors, je vais passer en revue quelques exemples que nous allons voir ensemble, s'il était besoin de se convaincre que ce risque était à traiter. Heu, nous l'avons déjà étudié à la CARSAT Languedoc-Roussillon depuis 2014-2017 au travers d'accidents significatifs que l'on a eus en région, qui nous ont alertés, qui ont alerté les collègues contrôleurs sécurité comme moi, dans différents domaines d'activité. Et en 2014, un plan d'action régional concernant les commerces de gros de matériaux de construction, donc type Point P, chaussons, a été mis en place. Il s'est avéré que ces établissements étaient tous sujets à ce risque et cela nous a permis de travailler à la caisse en paritarisme afin de déjà commencer à ébaucher des bonnes pratiques de prévention. Alors, je dis en paritarisme parce que nous avons eu la chance, à ce moment-là d'avoir, Bertrand Couronne, notre président de CRAT-MP, qui était gérant d'une société de fabrication de clôtures et chef de file de la prévention de la Fédération française du bâtiment en Occitanie et qui était tout à fait sensibilisé déjà lui-même à ce risque. Alors son aide a été précieuse et ça rappelle aussi que les CARSAT, eh bien, nous ne sommes pas tout seuls à travailler. Nous avons évidemment les représentants des salariés, des employeurs qui sont là pour nous aider dans nos missions de prévention et faire des choix. De ces travaux, en 2016, est né un texte, un premier texte, une recommandation régionale qui s'appelle la T91, qui a été adoptée en Languedoc-Roussillon, donc en 2016. Alors, quelques exemples d'accidents encore aujourd'hui. Et moi-même, quand je fais une intervention, si on a des employeurs qui sont parfois dubitatifs devant ce risque parce qu'ils ne le connaissent pas, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, il vous suffira de prendre votre téléphone et de rechercher sur internet accident, chute, portail et malheureusement, vous verrez qu'encore aujourd'hui, il y a des exemples, de personnes qui sont décédées suite à une chute de portail. Alors quand on fait cette recherche, bien sûr, d'une part, ce n'est pas exhaustif et d'autre part, on a également tous les accidents de la vie courante. Et là, vous avez à droite quelques exemples, donc ça peut être malheureusement comme on a eu dans l'Hérault, une fillette de 8 ans qui a été écrasée par la chute du portail. Il y a d'autres exemples et on en déplore encore. Alors passons au domaine professionnel et afin d'étudier tous ces accidents, il existe une base de données de l'INRS, Institut national recherche sécurité, qui s'appelle base de données Epicea. Cette base de données, vous pouvez la consulter, elle est libre d'accès et elle reprend tous les accidents graves ou significatifs qui ont pu avoir lieu et qui ont de ce fait nécessité la réalisation d'une enquête par un préventeur de la CARSAT, que ce soit un contrôleur sécurité ou un ingénieur conseil. Là, je prends simplement un exemple qui se trouve dans le commerce de gros de matériaux de construction, c'est le domaine d'activité de l'entreprise.
Et le résumé de l'accident est le suivant. Ça va ressembler à ce que vous avez vu sur l'animation 3D, hein. Donc, un cadre de l'entreprise, il était chargé de fermer le portail et lorsqu'il a fermé, cette masse de 1 tonne, c'est souvent très lourd un portail, c'est quelquefois plus d'1 tonne même, hein, heu, l'a accompagné et malheureusement la patte du dispositif de fin de course s'est cassée. Ce qui a provoqué ensuite la chute du ventail qui est tombé sur la victime et la victime est décédée à l'hôpital des suites de ses blessures. Donc dans la base de données IPCA, vous avez de nombreux accidents et concernant, les portails, il y en a. Un autre exemple qui cette fois-ci se trouve sur un site industriel d'une société de dépollution des sols. La victime a été retrouvée coincée sur le portail et vous savez que les accidents du travail, qu'ils soient mortels ou graves, tout accident, c'est souvent multicausal. Donc là, il y avait plusieurs causes et les causes principales peuvent être dans ce cas-là le défaut de conception, c'est-à-dire que le portail n'était pas suffisamment résistant, un défaut d'entretien qui était également relevé, le portail n'était pas vérifié et le travailleur était isolé. À ce sujet, bah, c'est souvent que le travailleur est isolé quand cet accident arrive parce que ça se produit à l'ouverture de l'usine ou du dépôt et il n'y a encore personne. C'est la première personne qui ouvre manuellement le portail ou qui le ferme, qui va se retrouver donc peut-être tout seul et ensuite des témoins vont le retrouver plus tard avec le portail qui sera sur lui. Donc je vous parle d'un autre exemple maintenant, dans un site agroalimentaire et pour illustrer les propos que je viens de dire, il s'agit cette fois-ci d'un employé de la société de gardiennage. Souvent, ce sont les gardiens ou les entreprises de sociétés de nettoyage qui ouvrent en premier ou ferment en dernier les locaux et qui sont sujets à ce type d'accident. Et là, encore une fois, la victime a été retrouvée, elle était coincée sous le portail et elle a été retrouvée vers 6 heures du matin. Alors, les causes sont également des causes principales, comme on a vu tout à l'heure dans l'autre accident, au niveau de la conception, d'un défaut d'entretien et d'absence de vérification. Alors, ce qu'on entend aussi des témoins qui ont pu, même lorsque le salarié même si lorsqu'il y a des témoins, même lorsqu'il n'est pas tout seul, ce qu'on entend, c'est que, il n'est pas possible à une personne de soulever un portail d'1 tonne, même si elle est témoin de cet accident. Donc il faudrait avoir, ça arrive parfois, un moyen de manutention, à disposition pour lever le portail. Mais au-delà du fait que c'est souvent un travailleur isolé, quand bien même il y aurait un témoin, eh bien, c'est pas évident de sauver la victime. Donc tout ça, ça nous donne des exemples qui nous font aller vers la prévention pour essayer d'éviter ce type d'accident. Alors, pour parler un peu de prévention et notamment des travaux qui ont été faits avec une société Chausson Matériaux qui est très présente dans notre région, eh bien, elle a décidé de faire ce qu'on appelle un flash incident. Cette fois-ci, ce n'est pas un accident car le portail est tombé, mais heureusement, il n'y avait pas de personne. Il est tombé tout seul. Alors, comment a-t-il pu tomber tout seul? Eh bien, tout simplement, il n'était pas verrouillé en position fermée. C'est expliqué dans le flash incident que la société Chausson nous permet de diffuser aujourd'hui. Donc, que s'est-il passé? Le vent a fait bouger le portail. Plusieurs causes, comme j'ai dit tout à l'heure, sont là. Il y a le rail qui a été abîmé par des passages de camions précédents. Et puis, eh bien, finalement, le portail est sorti de son rail et est tombé. Et heureusement, comme nous dit Chausson Matériaux, la responsable sécurité, heu, heureusement, il n'y avait ce jour-là pas personne à proximité du portail. Ça a été une alerte importante, pour Chausson Matériaux, au-delà des travaux de la CARSAT LR avec eux, pour la prévention et ça leur a permis de faire la vérification de tous les portails et ainsi d'avancer en prévention et surtout donc d'informer, les autres salariés de ce risque. La chute d'un portail peut engendrer un accident mortel.
Alors, passons maintenant aux solutions de prévention. Bon, vous en avez vu quelques-unes et vous en imaginez d'autres, mais on va pouvoir les voir en détail et surtout voir comment elles peuvent être méthodiquement cadrées par les recommandations. La première, la recommandation régionale en 2014 en Languedoc-Roussillon. Et cette recommandation, elle parle de quoi? Elle parle de maintien en état et mise en sécurité des portails. Pourquoi? Parce qu'ils sont sujets à des chocs, des heurts de véhicules, les intempéries, la rouille, l'usure. On pourrait rajouter le vent, comme on a vu tout à l'heure, et donc il faut en assurer la maintenance. Une recommandation dans le sens de la sécurité sociale, assurance maladie, c'est des bonnes pratiques de prévention, des règles de l'art. Il existe des recommandations régionales comme celle-ci, et dans cette recommandation, il y a des mesures techniques à mettre en œuvre, donc des éléments empêchant la chute du portail et des mesures organisationnelles qui peuvent être le nettoyage, l'entretien, la vérification, la maintenance. Donc, par exemple, le rail qui s'abîme parce qu'un camion passe, eh bien, il va falloir le remettre en état à chaque fois. Ou le nettoyage, ça peut consister, par exemple, à enlever des cailloux qui sont sur le rail et qui vont provoquer le déraillement du portail. Également, avec les collègues, il est assez fréquent de voir des pièces se dévisser, des galets qu'on retrouve au sol ou des écrous, des parties de portail qui peuvent se retrouver au sol par défaut de maintenance. Donc, ça fait partie des mesures à mettre en place. Donc, pour mémoire, hein, les partenaires ont adopté cette recommandation lors de comités techniques régionaux. Ces comités techniques qui représentent les industriels et les employeurs de la région en 2015 et les comités techniques 1 et 2, donc ça a été adopté de façon très large en 2016. Alors c'est ancien tout ça, mais il y a une suite et heureusement, comme on disait, c'est un réseau prévention auquel nous faisons partie et la CARSAT LR a souhaité porter cette recommandation pour qu'elle ait une autre dimension et qu'elle soit portée au national. Alors grâce au service, grâce à Frédéric Jean ici présent, ingénieur conseil, on a pu donner suite à ce texte pour en permettre la réalisation d'une recommandation nationale cette fois-ci. Donc, qui va s'étendre sur un territoire plus grand et qui aura une portée juridique un peu plus importante. Également, du fait que ce soit la Caisse nationale d'assurance maladie qui le valide, cette fois-ci avec des comités nationaux. Donc, c'est le même principe et beaucoup d'éléments ont été repris et même améliorés dans cette recommandation qui porte le nom R156. Alors, une parenthèse, hein, il existe des recommandations dans beaucoup de domaines. Pas, évidemment, pas uniquement que les portails. Vous en avez pour les chariots, vous en avez pour le matériel, vous en avez pour les livraisons, pour les quais, etc. Il y en a dans de nombreux domaines et on les retrouve sur le site Amélie Assurance Maladie en ligne. Cette recommandation, la R516, elle définit également hein, des bonnes pratiques de prévention. Ce sont des règles de l'art proposées aux professionnels et elle a été adoptée relativement récemment, en juillet 2024. Dans ce texte, on a un cadre qui nous fixe comment concevoir, installer, maintenir et utiliser des portails en toute sécurité. Comment intégrer ces risques dans l'évaluation des risques professionnels de l'établissement, le document unique d'évaluation des risques professionnels, où l'on doit chaque année mettre un plan d'action à jour pour définir les actions de prévention à venir. Eh bien là, on a des éléments qui nous permettent d'apprécier ce risque et déjà de l'appréhender. Parce que comme on a dit tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un risque très connu. Et puis également, une partie de formation et de sensibilisation de tous les utilisateurs et les sous-traitants. Les sous-traitants, c'est important qu'ils sachent comment intervenir et qu'il y a un risque de ce côté-là. J'ai en mémoire un accident où c'est une entreprise qui vient réparer elle-même le portail, donc elle va le sortir peut-être de son rail
et malheureusement, le portail a chuté sur le salarié qui réparait lui-même le portail. Donc le sous-traitant, lui aussi, doit avoir ses modalités d'intervention, un plan de prévention, et il doit mettre en œuvre des mesures compensatoires pour éviter notamment la chute du ventail. Donc, je vous ai parlé de mesures techniques. Alors, je ne vais pas toutes les détailler et vous voyez que ça, c'est un schéma qui est inclus dans la recommandation R516. Donc, en résumé, il faut mettre en place des butées de retenue solides et adaptées et s'assurer de la présence de tous ces éléments. Donc, de nombreux exemples sont donnés, que ce soit les butées de sécurité de fin de course, qui peuvent laisser échapper le portail, que ce soit les galets, les roues, les poteaux guides qui doivent être suffisamment solides. Tous ces éléments-là vont pouvoir participer de façon technique au maintien en sécurité du portail. Ils doivent être adaptés aux conditions climatiques et à l'usage. Évidemment, ce n'est pas le même risque quand vous êtes dans un bâtiment qui reçoit des bureaux ou dans un bâtiment qui reçoit 15 camions par jour qui vont venir abraser le rail, rentrer, taper peut-être sur un poteau. Donc, c'est complètement différent. Et aussi, dans l'évaluation du risque, on a aussi, bien sûr, le poids du ventail notamment. Donc ces éléments-là, tous ces éléments de mesure technique sont bien décrits avec leurs bonnes pratiques dans la recommandation. Pour éviter l'écrasement, déjà, nous avons le code du travail qui nous indique, déjà de façon générale, hein, bien sûr, parce qu'on ne rentre pas dans les détails, de chaque spécificité technique, à mettre en œuvre, mais il y a un article qui indique déjà dans le code du travail que les portes et les portails coulissants sont munis de systèmes de sécurité pour les empêcher de sortir de leur rail et de tomber. Donc ça, c'est ce qu'on appellerait une obligation de résultat. Mais dans la recommandation, l'intérêt est dans les préconisations que font les préventeurs, contrôleurs sécurité et ingénieurs conseils. Eh bien, on se doit de donner des guides techniques pour dire comment faire. Donc, comment faire pour empêcher de sortir un portail? Donc, il faut le maintenir avec des butées de fin de course, à l'ouverture, à la fermeture, qui soient suffisamment résistantes et qui soient adaptées à l'impact de, par exemple, une tonne en mouvement qui va arriver tous les jours à taper sur la butée de sécurité. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, ce serait des portiques de retenue, donc des poteaux qui permettent de maintenir verticalement le portail, le tablier du portail. Et faut-il encore que ces portiques de retenue soient solidement fixés et ancrés au sol avec des massifs béton. Alors pour ça, on a aussi des documents qui sont cités dans la recommandation, des documents techniques unifiés qui vont dimensionner les massifs béton à mettre en œuvre et donc qui vont nous permettre d'avoir déjà une idée de comment sécuriser au mieux, avoir non pas des portiques de retenue qui frêles, qui s'abîmeraient au moindre coup de vent ou coup de camion, mais quelque chose qui va résister dans le temps. Et si vous vous souvenez l'animation qu'on a vue en début, on a vu l'importance d'un dispositif de retenue qui va, lorsque le portail déraille, empêcher le portail de continuer sa course en cas de sortie du tablier, comme c'est expliqué, en partie avant et arrière. Donc ces éléments-là sont les éléments techniques principaux pour éviter l'écrasement. Dans toute mesure de prévention, on se doit, et c'est très important, de mettre également en place des mesures organisationnelles. Alors la première qui vient à l'esprit, comme à l'instar des portails qui sont motorisés, nous savons qu'il y a un texte qui nous dit qu'il y a un contrôle tous les 6 mois, obligatoire, une vérification tous les 6 mois de ce portail. Eh bien, c'est également une bonne pratique de le réaliser, c'est ce que dit la recommandation, et de faire une vérification minimum tous les 6 mois de tous ces dispositifs dont on a parlé. Pour cela, on peut désigner une personne compétente pour effectuer les vérifications périodiques
Et s'il n'en a pas de personnes compétentes en interne, eh bien, on va déléguer ce travail à une société avec un contrat de vérification et de vérification de ces éléments périodiques. Il est important également de réparer rapidement tout ce qui est visiblement défectueux. Et ça, c'est quotidien. C'est-à-dire, c'est comme quand vous prenez votre véhicule le matin, s'il y a quelque chose qui est cassé, il faut qu'il y ait un dispositif qui puisse le signaler et que l'entreprise puisse le réparer au plus rapidement. Parce que derrière, si le rail, comme on voit, s'est décollé du sol à la force de passage des camions ou le poteau a été abîmé, eh bien, c'est peut-être un accident à la fermeture le soir. Donc, il faut tout de suite avoir un dispositif permettant de signaler ce défaut. Et pour que tout cela fonctionne, ben, bien sûr, il faut que les opérateurs, les utilisateurs, ils connaissent ce risque, ils soient sensibilisés et ils soient bien formés et ils soient conscients de ce risque-là. Alors, une petite parenthèse, quand on arrive au travail, on ne pense pas à ce qu'on fait quand on ouvre le portail, c'est machinal et on n'est pas encore dans son travail et c'est aussi ce qui peut générer, des accidents. C'est souvent ce qu'on a comme retour, c'est que c'est vrai on peut rentrer précipitamment ou partir avec, une autre idée en tête. On n'est pas encore dans notre acte de travail, alors qu'on est déjà soumis à un risque. C'est un peu identique aussi au risque routier qui est après, ce départ. Dans la recommandation, pour pouvoir faire, ces vérifications, eh bien, on a des exemples de fiches de vérification périodiques avec, vous voyez, des pastilles de couleur. Alors, quand c'est rouge, ça veut dire que, bah, il faut agir immédiatement, prendre une mesure immédiate. Quand c'est vert, ça veut dire que c'est correct et quand c'est jaune, c'est entre les 2. Donc il y a une mesure à réaliser. Donc ce tableau-là, il est inclus dans la R516, dans la recommandation nationale et on va pouvoir évaluer, je dirais relativement facilement, hein, si le poteau receveur est en bon état. C'est visuel déjà, hein, on n'a pas besoin de contrôle technique avec une expertise marquée. C'est relativement simple de voir si un élément est abîmé, rouillé ou absent. Donc, c'est un contrôle visuel qu'on doit faire au minimum tous les jours et tous les 6 mois remplir cette fiche, par exemple, hein. Donc, je repense au galet ici parce que je vois souvent que ça tient par un écrou et que cet écrou, il se dévisse au fil du temps, par exemple. Et on n'a plus de finalement, c'est tenu que par un galet, mais s'il n'est plus là, ben, le portail ne tient plus. Les poteaux guides, on voit qu'ils sont quelquefois rongés par la rouille. La butée à l'ouverture, elle est quelquefois absente et elle est quelquefois, à force d'avoir reçu des chocs répétés, elle est abîmée. Donc tout ça, ce sont des points importants de contrôle. Alors ils ont été repris dans la recommandation nationale. On les avait déjà, identifiés bien sûr, en 2014 et avec, le service communication de la carte satellaire et en particulier, Lise Delabre qui est présente aujourd'hui. On avait, créé ce flyer T91 où on parlait déjà du maintien en état et de mise en sécurité des portails avec l'intérêt de faire un flyer sur une feuille A4 qu'on plie en 3, qu'on peut avoir sur soi et qui nous sert, à plusieurs choses. Déjà pédagogiquement pour expliquer aux chefs d'entreprise, pour expliquer à un nouveau collègue ce risque et pour l'utiliser en tant que fiche de contrôle sur le terrain. Et moi, j'en ai laissé beaucoup remplis pour expliquer à l'employeur les mesures de prévention à prendre. Et on avait déjà les prémices de ce qu'on allait retrouver plus tard dans la recommandation avec une fiche très pratique et pour finir, j'ajouterais que tous ces éléments de maintenance, on a pu les chiffrer au fur et à mesure de nos interventions en entreprise et souvent, c'est pas plus que quelques milliers d'euros, c'est pas, forcément énorme à mettre en œuvre pour avoir une solution qui va durer pendant, 10-20 ans parce que ça va être, une patte ou un poteau qui va être à rajouter. Donc ce sont souvent des solutions, qui sont à la portée des entreprises et qui peuvent donc, éviter de graves accidents, à la fois donc par la maintenance et la mise en état. On a, des moyens, d'éviter, les drames dont on a parlé tout à l'heure.
Voilà, donc pendant cet exposé, ben, vous avez pu poser vos questions et nous sommes à votre disposition aussi, bien sûr, pour répondre à toute question complémentaire hein, que vous auriez. Merci Christian. Nous accompagne lors de ce webinaire Frédéric Jean, qui est chargé de mission stratégique à la CARSAT Languedoc-Roussillon. Donc, on a des premières questions, notamment celle de Julie qui nous dit: lorsqu'une entreprise est locataire de ses locaux, qui est responsable de la maintenance et de la vérification du portail, le propriétaire ou le locataire? Eh bien, merci pour cette question, elle est effectivement intéressante. L'entretien courant et les réparations locatives sont à la charge du locataire. Dans l'entretien, on va parler de tout ce qui va toucher la durée du bail et donc elles sont vraiment à la charge du locataire. Mais pour être plus précis sur quelle référence réglementaire nous fait vous apporter cette réponse, c'est la notion de chef d'établissement. Et la recommandation nationale 516 est bien précise dans son chapitre 4 points sur les principes de prévention. Les chefs d'établissement ont des obligations générales d'évaluation et de prévention des risques. C'est les articles L41, 41-1 à 5 du Code du travail. De la même manière, ce chef d'établissement a aussi des obligations sur la formation poste de travail. Mais donc, à partir du moment où la notion de chef d'établissement est bien précisée, il est de sa responsabilité de se conformer à ces recommandations. Alors, on peut compléter aussi par le fait que le fait de louer un local, il faut qu'il soit adapté au type de location. On a vu ça dans des questions de jurisprudence. Hein. Donc, l'entretien, tout ce qui est maintenance, c'est bien sûr à la charge de l'employeur, hein, comme a dit Frédéric. Simplement, il faut que le local soit adapté au bail aussi, et ça, c'est à la charge du propriétaire. Hein. C'est ce qu'on a vu dans des exemples de jurisprudence, alors pas forcément concernant les portails, mais concernant, par exemple, l'usage du bâtiment pour en faire un lieu de stockage, par exemple. Merci, messieurs. Tout à l'heure, Christian Egben parlait de personnes compétentes en la matière et Jean-François nous dit: mais qui est ou qu'est-ce que c'est cette personne compétente au sein d'une entreprise? Alors, la personne compétente, bah, nous, déjà, je peux répondre de manière très pratique parce qu'on en a cherché dans des entreprises. Parfois, on a trouvé des personnes qui ont été compétentes ou ont acquis les compétences pour maintenir des portails, qui se sont intéressés déjà au sujet. Et je pense que quand on s'intéresse à un sujet, on devient vite compétent. Donc, à l'employeur de désigner cette personne, de le former et ça peut aller de simplement repérer des défauts visuels, mais c'est également, ça peut aller jusqu'à réaliser des soudures. Alors ça, c'est une autre compétence. Donc peut-être là, il faudra l'apprendre en externe. Toutefois, dans la recommandation, si on n'a pas, c'est bien indiqué, si on n'a personne en interne pour aller plus loin, ben, on prendra une société externe. Donc, premier niveau, on peut avoir quelqu'un, ça peut être le chargé de sécurité, et il y a toujours une responsable ressources, ou quelqu'un chargé de l'entretien qui est déjà habitué à entretenir le matériel. Alors, il faut dire que dans le code du travail aussi, il y a la notion de maintien en état des équipements qui s'applique au portail, mais pas uniquement. Donc, il faut déjà avoir des ressources pour pouvoir satisfaire cette obligation-là. Si on ne les a pas, on forme quelqu'un ou on recherche à l'extérieur. Si Merci. ça répond à la question. Merci, Christian. J'aurais maintenant deux questions en une pour Frédéric. J'ai justement Frédéric et Jean-François qui demandent quelles seraient nos recommandations pour les portails monopoutres sans rail bas et les portails à vantaux. Eh bien, en fait, elles vont être les mêmes que celles qui viennent de vous être présentées. La recommandation nationale 516 couvre l'ensemble des champs et des portails coulissants que l'on peut rencontrer, des portails coulissants à un ventail, à deux vantaux, à passage multiple, coulissants tournants. Ces recommandations s'appliquent. Alors, bien entendu, les dispositions techniques vont
vont être adaptés en fonction de la configuration du portail, mais les principes qui vous ont été présentés seront ceux qui sont à appliquer à ce type de portail. Et on a déjà eu à accompagner des employeurs qui avaient cette typologie de portail pour appliquer nos recommandations. Et on peut ajouter, alors moi j'ai souvenir d'avoir vu avec un collègue une entreprise qui réalise de la sécurité de portail ouvrant à la française. C'est vrai que ce n'est pas les mêmes dispositifs parce qu'on n'a pas des poteaux encadrants, mais il existe des dispositifs avec des câbles de retenue, par exemple. Alors souvent, ces portails-là, pivotants, tombent moins et ils ne fonctionnent pas quand ils sont un peu abîmés, contrairement aux portails coulissants. Ensuite, les portails sur poutres suspendus, bah, vu qu'il n'y a pas de rail, on évite déjà ce risque de déraillement. Voilà, chaque portail est un peu spécifique. C'est vrai qu'une recommandation, c'est une portée, comme a dit Frédéric, c'est une portée la plus large possible et ce sont des principes et ensuite on va trouver et peut-être dans le futur d'autres, systèmes existeront également. Voilà, mais moi je pense à ces dispositifs-là qu'on peut retrouver, déjà dans des entreprises. Merci Christian. Une question de Martine qui nous dit: le contrôle semestriel n'est applicable que sur les portails automatiques ou semi-automatiques, me semble-t-il. Est-ce que l'un de vous deux peut éclairer ces propos? Oui, oui. Alors, oui, au sens de la recommandation, on a un contrôle, semestriel, obligatoire sur les portails automatiques. Bon, alors, dans la réalité des faits, il faut-il encore le vérifier parce que quand on va voir en détail, il n'est pas toujours fait, hein, premièrement. Deuxièmement, quand il est fait, le contrôle, c'est aussi le maintien en état. C'est pas uniquement le contrôle et le dossier qui reste sans action de prévention derrière. Donc, ça, c'est la partie portail automatique. Bon, heureusement, on a beaucoup d'entreprises qui suivent les conseils et qui font des actions de prévention, hein. Pour la partie des portails manuels, il y a la partie code du travail qui nous indique que maintien en état des équipements, donc on doit quand même les maintenir en état. Et là, c'est bien le texte de la recommandation qui demande un contrôle semestriel. Alors, ce n'est pas une recommandation, ce sont des bonnes pratiques, comme on l'a expliqué. Ce n'est pas une réglementation. Cependant, l'employeur qui ne suit pas cette recommandation peut s'exposer à des risques juridiques parce qu'il n'aura pas été précautionneux, étant quelqu'un de sachant et connaissant cette recommandation, où on lui demande de faire un contrôle semestriel, eh bien, ça s'applique de fait. Alors bon, que dire de plus là-dessus? C'est que déjà semestriel, moi je dirais que le contrôle, il doit y avoir un contrôle visuel régulier des équipements. Et j'espère vous avoir convaincu de l'enjeu de cela. Encore une autre question posée par François: est-ce que les installateurs sont également sensibilisés à cette recommandation? Ça, c'est une excellente question et qui nous a préoccupés au sortir des actions locales qui ont été menées et qui étaient présentées par Christian Aigvin, au sortir du plan d'action régional et de la diffusion de cette recommandation régionale. Un travail de sensibilisation s'est opéré au début des années 2020-2021 auprès des installateurs et des fabricants de portails. Et, je pourrais citer le groupement Actibé, qui est un groupement affilié à la Fédération française du bâtiment, qui a été particulièrement sensible à ce sujet, à chercher à déjà sensibiliser ses adhérents dès ces années-là. Et le groupement Actibé a été partie prenante de la recommandation nationale qui a été mise au point en 2023 et validée en 2024. Donc,
On va dire que là, c'est un travail de longue haleine, hein, encore, hein, parce que la recommandation nationale est publiée et approuvée, que l'ensemble des installateurs vont l'appliquer. Par contre, il est de notre devoir de le faire savoir, de faire connaître cette recommandation, et les installateurs prennent leur part pour la faire connaître auprès de leurs adhérents. Mais je vous invite, si vous avez affaire à des installateurs et à des donneurs d'ordre, à leur transmettre ces éléments pour que, si jamais ils les méconnaissaient, ils puissent les connaître. Mais ils ont un rôle de conseil, donc ils doivent l'assurer auprès des donneurs d'ordre. Merci Frédéric. En complément, quelle indication vous pourrez donner pour savoir quelle organisation il faut mettre en place pour maîtriser ce risque? Oui, tout à l'heure, Christian Aigvin présentait bien les dispositions organisationnelles à mettre en place, et finalement, la question tout à l'heure sur les vérifications et la périodicité des vérifications, elle vient bien mettre en avant le fait que l'organisation, elle va aller au-delà de la seule exigence réglementaire. Là, les bonnes pratiques du métier et de nos recommandations, elles sont d'aller effectivement à minima sur une vérification semestrielle, mais d'aller à la désignation d'une personne compétente, hein, ça va être un technicien, une personne qui va être formée et sensibilisée au sujet, et donc d'aller jusqu'à sensibiliser au quotidien les utilisateurs des portails. Donc on voit bien toute la chaîne organisationnelle qu'il faut mettre en place, depuis la tête de l'établissement qui doit s'assurer qu'au moins tous les 6 mois, il y a cette vérification, un responsable opérationnel qui va avoir un œil technique aguerri, et puis chacun des utilisateurs qui va être sensibilisé au risque et pouvoir détecter et remonter les signaux faibles. Merci. Toujours pour compléter ces informations, est-ce que le marquage CE d'un portail est suffisant pour maîtriser ces risques? Alors, c'est un bon début, on va dire. À la réception du portail, d'un portail, là, j'ai la recommandation et c'est indiqué. L'installateur doit remettre la déclaration de conformité CE du portail, qui correspond au texte sur les portails, une notice d'utilisation, une attestation de conformité au DTU, document technique unifié, le 34.1, notamment pour les ancrages des poteaux, comme j'en ai parlé dans la présentation, et un dossier de maintenance que l'utilisateur doit tenir à jour. Donc ça, c'est la base. Ça suffira pas, il faudra quand même regarder en détail, c'est comme toujours. Il y a une partie toujours voilà, à compléter, parce que c'est l'utilisateur qui sait aussi quel type il va y avoir possible de dommages. C'est pas pareil quand on est dans une région comme chez nous, il y a du Mistral, que dans une région où il n'y a pas de vent. Est-ce qu'on a des camions semi-remorques qui viennent, etc. Donc le portail, lui, il doit être adapté à sa fonction. Donc il y a tout un élément de choix. Et puis, c'est à l'employeur de faire son cahier des charges, et moi, je lui conseillerais d'utiliser la recommandation pour s'assurer que dès le départ, on a bien tous les éléments de sécurité, afin de ne pas avoir un portail qui soit en risque dès le premier jour d'utilisation. Et Christian, est-ce que cette organisation doit s'intégrer dans un plan de prévision des risques de l'entreprise? Oui, absolument, hein, ça fait partie, comme on le disait, de l'évaluation des risques. L'évaluation de risque de chute de portail, ben oui, si c'est un portail, s'il n'y a pas de portail, première chose, on pourrait se dire, bah tiens, on pourrait supprimer le risque, hein, le premier principe de prévention. Mais souvent, les entreprises veulent quand même, pourquoi elles mettent un portail? C'est pour éviter le vol, par exemple, de matériaux, hein. Et pourquoi elles le mettent haut et lourd? Bah, c'est également pour ça, pour qu'il reste dans le temps. Donc, selon le cas, c'est vraiment très important de se dire, est-ce que le portail est lourd? Est-ce qu'il risque de chuter, et cetera? Et d'intégrer ce risque dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, d'avoir conscience qu'il existe. Et souvent, les employeurs, quand on commence une intervention en tant que contrôleur sécurité et qu'on commence par aller voir le portail, ils sont très surpris.
Et c'est pour ça, comme dit Frédéric, il y a tout un travail de communication. Ce sont des accidents graves, mais ils n'arrivent pas tous les jours. Pourtant, de nombreux chauffeurs témoignent qu'on voit ces accidents et on voit des personnes et on n'a pas tous les accidents, on n'a pas tous les incidents, hein, ça arrive beaucoup plus souvent que prévu. Néanmoins, ça reste pas connu, donc il faut absolument évaluer ce risque, ne pas le sous-estimer et évaluer le risque, c'est déjà l'intégrer dans l'organisation. Alors, par exemple, il y a des entreprises qui ont, fait des notices avec, des autocollants pour dire: «Attention» quand on ouvre le portail, ou présenter, les fiches de vérification, ça peut être important, par exemple. Et ça, c'est le début de l'organisation de la prévention, ainsi que désigner une personne compétente. Merci Christian. Il y a Nelly qui revient sur les documents obligatoires que doit donner l'installateur lors de la pose d'un nouveau portail. Et voilà, Frédéric Jean a justement posté le lien vers Amélie Entreprise où vous pouvez retrouver cette recommandation-là. Oui, c'est à la page 9, hein, donc là, j'étais avec, ma collègue hier et on était en train justement de préparer un courrier pour conseiller un employeur et voilà, on va lui conseiller à la réception même du portail déjà de demander ces documents-là, sinon il ne les aura pas, hein. Une fois le portail installé, ce sera très compliqué, d'avoir ces documents. Donc en commençant déjà la sélection, mais c'est vrai pour tout type de matériel. C'est le cahier des charges qui fait tout. Donc, si on a connaissance de bonnes pratiques, il faut dès le départ, parce qu'un portail, il est là pour rester 20 ans en bon état normalement. Donc, il faut dès le départ se donner les bons éléments et dire à l'installateur que son portail, il devra suivre les préconisations de la CARSAT. Voilà le conseil qu'on pourrait lui donner. Merci Christian, on est encore ensemble quelques minutes. Si vous avez à nouveau des questions, n'hésitez pas. Je vous partage quelques sources pour nous retrouver. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet dédié qui est amélie.fr/entreprise. Vous avez une ressource extraordinaire d'informations. Sur nos réseaux sociaux également, sur X et sur LinkedIn. Abonnez-vous pour suivre notre actualité. Vous avez également le site de l'INRS. Pour toute question, il y a un numéro unique, c'est le 36 79. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de taper, peut-être pour demander une dernière question. Je peux déjà vous annoncer qu'on vous partagera à la fin de cette présentation le lien vers un questionnaire de satisfaction. On vous remercie par avance de prendre 2 minutes et de nous dire ce que vous avez pensé de cette présentation. Ça nous est utile pour améliorer encore et toujours les présentations qui vous sont proposées. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, nous vous remercions pour votre participation. On remercie nos intervenants Frédéric Jean et Christian Aiguevin, également ma collègue Chloé Adinani qui était en back-office, que vous n'avez pas vu ni entendu, mais qui a contribué à ce webinaire. Merci à tous, très bon après-midi, à bientôt pour un nouveau webinaire de l'assurance maladie Risque Pro. Au revoir. Au revoir et bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir.